Considérons le cas d'un échangeur de chaleur qui a pour fonction de maintenir constante la température T2 de sortie, et ce malgré les variations de débit et de température d'entrée. Pour ce faire, il faut mesurer la température de sortie à l'aide d'un capteur, la comparer à la température de consigne pour calculer l'erreur. Si la température T2 est inférieure à la température de consigne, il faudra alors ouvrir un peu plus la vanne pour admettre une plus grande quantité de vapeur qui aura pour effet d'augmenter l'apport calorifique de l'écoulement passant à travers l'échangeur de chaleur et ainsi augmenter la température T2. Si la température T2 est supérieure au point de consigne, il faudra alors procéder à l'inverse, c'est-à-dire fermer un peu la vanne pour admettre une moindre quantité de vapeur et diminuer l'apport calorifique pour l'écoulement passant à travers l'échangeur de chaleur et diminuer la température T2. Toutes les boucles de contrôle comportent toujours les mêmes éléments: un procédé, un capteur, un contrôleur et un actionneur. Comme tous les systèmes de contrôle en boucle fermée se ressemblent, on peut maintenant généraliser la structure d'une boucle de contrôle. Le procédé à servir a normalement plusieurs entrées et plusieurs sorties. La variable de sortie que l'on désire contrôler doit être mesurable et au moins une des variables d'entrée connues pour avoir un effet sur la variable contrôlée doit être manipulable. Ainsi, pour réguler la variable de contrôler, on doit la mesurer à l'aide d'un capteur et la comparer à sa consigne pour déterminer l'erreur. Cette erreur permet de déterminer l'action de contrôle qui est ensuite transmise à l'actionneur pour manipuler la variable d'entrée choisie. Une boucle de contrôle d'un procédé est toujours constituée des éléments suivants: une variable de sortie à être contrôlée, un capteur pour mesurer cette variable de sortie, la consigne ou la valeur désirée, utilisée pour calculer l'erreur ou l'écart à sa valeur désirée, un régulateur pour calculer l'action de contrôle, c'est-à-dire la valeur de la variable manipulée à partir de l'erreur, et finalement un actionneur pour appliquer physiquement l'action de contrôle dans le but de changer ou de modifier le procédé et le ramener à son point de consigne. Pour clairement identifier les éléments de la structure d'une boucle de contrôle et de faciliter son analyse, comme nous le verrons dans les prochains chapitres, on représente chacun des éléments de la boucle à l'aide d'un schéma bloc. Peu importe si le contrôle est fait de façon manuelle, comme dans le cas de la douche, ou si le contrôle est automatique, la structure est exactement la même. Nous avons toujours le procédé avec ses variables d'entrée et ses variables de sortie. La variable à contrôler doit tout d'abord être mesurée à l'aide d'un capteur. La valeur mesurée est ensuite comparée à la consigne pour déterminer l'erreur. Cette erreur est utilisée à l'intérieur de l'algorithme de régulation pour calculer l'action de contrôle qui est transmise à l'actionneur. L'actionneur change une des variables d'entrée du procédé qui est connue avoir une influence importante sur la variable de sortie. Dans les prochains chapitres, pour faire l'analyse des procédés et trouver le meilleur algorithme de contrôle possible, nous inclurons dans chacun des blocs du diagramme les modèles mathématiques des éléments de la boucle de contrôle. Ces modèles mathématiques sont appelés fonctions de transfert. On aura une fonction de transfert pour le régulateur, l'actionneur, le procédé et le capteur. Dans la plupart des procédés, on dénombre plusieurs boucles de contrôle qui doivent être gérées simultanément. La plupart de ces boucles interagissent entre elles, de sorte que l'algorithme de contrôle doit considérer ces interactions. Dans le cas d'un séparateur flash, deux variables de procédé doivent être contrôlées simultanément: la pression et le niveau dans le réservoir. Pour contrôler la pression, la variable manipulée sera le débit de vapeur. Pour la variable manipulée pour le contrôle du niveau, ce sera le débit de liquide sortant du réservoir. Un autre exemple de procédé dans lequel il existe plusieurs boucles de contrôle qui doivent être gérées simultanément est une colonne à distiller. Dans cet exemple, il y a 4 boucles de contrôle. Les 2 premières boucles servent au contrôle des niveaux du rebouilleur et du réservoir de reflux. Ceci est nécessaire afin de s'assurer que l'inventaire de liquide sera toujours suffisant pour pallier les perturbations du procédé
tout en évitant les débordements. On manipulera les débits de sortie à la tête et à la base de la colonne pour maintenir ces niveaux constants. Les deux autres boucles de contrôle servent à maintenir les concentrations à la base et à la tête de la colonne constante en manipulant le trafic de vapeur et de liquide à l'intérieur de la colonne. Ce chapitre d'introduction sur le contrôle des procédés a fourni une idée générale sur l'importance du contrôle dans tous les aspects de notre vie et bien entendu pour les usines du génie chimique. Le contrôle des procédés est essentiel pour la bonne marche des usines. Les ingénieurs responsables de ces usines doivent être capables, entre autres, de comprendre le comportement dynamique des procédés, de modéliser les procédés dynamiques à partir des bilans de matière et d'énergie et d'être capables d'analyser ces systèmes dans le domaine temporel et dans le domaine de la place. Ils doivent être capables de simuler en boucle fermée et en boucle ouverte ces systèmes, de concevoir les régulateurs pour un procédé donné et finalement d'analyser la stabilité de ces procédés. Ce sont tous des objectifs de ce cours. Dans le prochain chapitre, le chapitre 2, nous allons réviser les transformés de la place qui serviront tout au long de ce cours pour solutionner les équations différentielles utilisées pour analyser le comportement dynamique des procédés.